Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Retrouvez l'émission L'Observatoire en Scorpion avec Maggie de Demoiselle Étrange. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Tout d'abord, je vais entrer dans cette émission en vous lisant un poème et ensuite on fera les salutations. Mère Nature. Dans l'étreinte des saisons, Mère Nature se révèle, un poème vivant, une symphonie éternelle. Elle est la muse inspirante, la créatrice suprême, qui danse avec les étoiles et berce les rêves. Ses cheveux d'or sont les rayons du soleil, qui caressent doucement chaque pétale vermeil. Ses yeux sont des lacs d'émeraude étincelants, où se reflètent les étoiles et les oiseaux volants. Elle parle avec le murmure des ruisseaux. Elle chuchote des secrets aux arbres et aux roseaux. Elle peint le ciel d'un bleu pur et sans fin et drape les montagnes d'un manteau cristallin. Les prairies sont ces tapis de velours où les fleurs dansent au gré du vent sans détour. Les forêts sont ces cathédrales de verdure où règnent en maître les chants de la nature. Elle respire la vie dans chaque brin d'herbe et dans le chant des oiseaux elle célèbre. Elle veille sur les animaux, les grands et les petits, leur offrant un abri, un refuge infini. Je vais m'arrêter ici. Il y a une petite suite, mais elle pointe du doigt l'humain. Et on est dans la célébration ce soir. Bienvenue, pratiquantes, pratiquants, curieux, curieuses. Bienvenue à l'Observatoire en Scorpion. Bonjour, Kat. Bonjour Maggie, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui. Ah oui, ça va bien, là, la mère nature se fait dorer par le soleil, ça sent bon dehors, puis il y a plein de joie dehors. Ah oui, tellement. Notre printemps a été très court. On se sent déjà en été, mais c'est ça, puis on profite du beau temps, de la chaleur déjà. On est choyé par Mère Nature, justement. Vous m'excuserez au courant de l'émission. J'ai un petit chat dans la gorge, un peu fatigant. Donc, toutes mes excuses en premier lieu par rapport à ça. Mais c'est ça, donc, bienvenue à l'émission. Comme certains le savent, on fait une série sur les éléments. Hein, on avait envie de célébrer la magie naturelle au travers de chaque élément, honorer chaque élément, un peu comme une petite ode, un remerciement, pointer aussi toutes ces belles choses que chaque élément porte. Et on en est à notre 3e émission sur le thème ce soir. Ce sera sur l'élément terre. Donc, la raison pourquoi que j'ai ouvert l'émission avec un poème que j'ai trouvé juste avant qu'on entre en onde et que je trouvais vraiment beau. C'est ça. Donc, l'élémentaire, notre belle planète. On a plein de choses pour vous pour ces 2 heures. Mais d'abord, Kat, toi, tu es allée te balader justement ce matin. Oui, je suis allée me balader sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Ouais, sur les rives. Puis j'ai fait une belle découverte d'une belle plage que je connaissais pas. C'est pas une vraie plage de sable, c'est une petite plage de roche, mais avec du sable rouge. Fait Oh, que wow! ouais, c'était vraiment très chouette. Puis c'est très ressourçant. L'eau du fleuve est déjà chaude dans cette partie d'une petite baie, une toute petite baie. OK, oui. Ouais, je suis allée faire une balade pour me brancher, me connecter
pour être inspiré. Pour être inspiré au courant de l'émission, clairement qu'on va l'être. Parce que l'élémentaire, pour moi, tout d'abord, c'est l'élément de la matérialisation et du tangible. Hein, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on hume aussi. Ce qui doit aussi se manifester à nous, hein, c'est l'échange avec l'autre aussi, à chaque jour. La Terre, c'est notre planète, c'est où on vit. Puis surtout, ce qui m'interpelle dans l'élément Terre, c'est que c'est elle la base pour que les autres éléments fassent sens. Sans la Terre, l'eau, elle peut pas être soutenue. Hein? Sans la terre, le feu peut pas être nourri. Puis l'air, mais elle peut pas s'agglomérer autour de notre belle planète si elle n'a pas quelque chose à laquelle s'accrocher. Et donc, en ce sens, l'élémentaire, c'est ça, c'est la base de toute vie. Puis, ça me donne déjà envie de parler. En fait, non, je vais continuer avec... Parce que j'ai comme plein de choses à raconter en même temps, mais je dois garder mon petit fil d'or là, au courant de l'émission. Puis, par rapport à l'élémentaire, mais c'est ça, l'humain, au travers de cet élément-là, a développé sa capacité à la façonner, à prendre le matériel qui lui est offert sur la planète et à façonner, fabriquer, enjoliver, se bâtir aussi. Et c'est sûr que là, maintenant, c'est peut-être très extravagant ce qu'on a réussi à bâtir. C'est très impressionnant, mais ça va aussi jusqu'à toutes ces petites choses, les petits bijoux, les petits contenants, tout ce qui nous a facilité la vie. Parce que bizarrement, l'être humain, on dirait qu'il est arrivé ici sur la planète un peu mésadapté au niveau du corps. Et donc dû trouver dans sa manière de vivre un côté créatif pour être capable de subvenir à ses besoins. Parce que c'est ça, on ne peut pas se promener tout nu. on peut pas dormir toujours à la belle étoile. On est très vulnérable si on est juste laissé comme ça nous-mêmes dans la nature. Sans avoir ce confort que maintenant on a beaucoup autour de nous. Mais on a toujours eu besoin d'un minimum pour se faciliter la vie, puis en même temps, des fois on peut voir ça comme d'une manière négative maintenant, mais il ne faut pas oublier que ça représente aussi toute la créativité de la race humaine et qu'il faut quand même la célébrer. Et en ce sens, pour moi, le meilleur représentant de l'élémentaire, c'est l'artisan. Justement, on en parlait ensemble, moi et Kat, hier soir, parce qu'on s'est fait notre petit meeting de radio. Et on énumérait tous ces différents artisanats où est-ce que des humains se sont spécialisés et ont fabriqué de merveilleuses choses. Kat, toi, c'est lesquels tes préférés? Mes préférés dans l'artisanat ancestral? Ouh là là. Oui, allons vers l'ancestral, oui. Oui, c'est sûr que j'aime beaucoup les textiles parce que, et puis les couleurs aussi, les pigments. Puis pour ce qui est de l'artisanat un petit peu plus précis, je dirais peut-être tout ce qui est bol, tous les bols. J'aime beaucoup les bols. Moi, j'aime les tasses, tous les contenants qui peuvent contenir un liquide ou quelque chose de plus fin. Je suis un petit peu, moi je pourrais dire, pas accro à ça, là, mais j'aime beaucoup les contenants. Mais c'est normal que tu y accordes une telle importance parce que quand on se ramène, je fais juste un petit bémol, tu sais, j'ai fait plusieurs cours de survie et c'est
un des aspects qui est super important et qui est difficile quand on se retrouve dans la nature avec rien, c'est de s'apercevoir que, OK, super, j'ai trouvé une talle de quelque chose ou quoi que ce soit, mais dans quoi je le transporte? Hein? Mhm. Comment je transporte mes choses? Et le contenant est super important. Il est super important pour l'eau, pour les choses qu'on veut transporter, pour le feu même qu'on veut transporter et pour la cuisson des aliments aussi. Puis c'est de trouver, c'est ça, la bonne matière pour le bon contenant. Puis dans ce sens-là, ben, quand tu parles de contenant, moi je pense beaucoup, je pense à 2 matières. Je pense à l'argile, donc à la poterie, qui est fabuleux, qui est facile à faire. On se sent très loin maintenant quand on va juste au magasin s'acheter quelque chose, mais c'est très présent. Donc la poterie, puis aussi la vannerie. Notamment par rapport à la poterie, je suis, mon cher et tendre, ma douce moitié, m'a partagé l'hiver ou l'automne passé un super beau documentaire sur un monsieur passionné de poterie qui habite en France et qui est consulté par les musées, justement, parce qu'un archéologue qui va trouver une matière, ça ne veut pas dire qu'il comprend comment c'est fait. Hein? Donc, il faut aller vers des personnes qui maîtrisent ces savoirs. Et ce monsieur-là est passionné et donc tellement passionné que c'est ça, maintenant, il est consulté par les musées quand il y a des trouvailles. Puis, mais ce qui m'a le plus interpellée là-dedans, c'est quand on visite son espace de travail et qu'il parle de son interaction entre lui et la matière, c'est de voir l'aspect magique, l'aspect spirituel. De comprendre qu'une argile, c'est pas juste une argile, qu'il y en a plein de sortes, plein de couleurs, qu'elles ont toutes leurs caractéristiques, leur caractère. Et autant ça dans le façonnage que dans la cuisson par la suite. Donc, c'est ça, au niveau de la poterie. J'essaie de ne pas trop en parler parce qu'on a quand même l'élément feu au mois de juin, mais il avait parlé justement de son four extérieur qui est dédié à la poterie parce que ce monsieur-là continue à faire la cuisson à l'ancienne. Donc, il y a un gros, on pourrait dire, un four extérieur qu'il a fait lui-même. Et il parle de ce four-là, il y a un nom. Puis, il y a un rituel par rapport à quand qui fait ses cuissons, qui est vraiment, qui m'a vraiment beaucoup touchée à ce niveau-là. Mais dis-moi, Maggie, est-ce qu'il y avait aussi des fours qui étaient faits dans le sol? Parce que je sais que les Amérindiens ils cuisaient aussi leur pain, puis il y avait des choses qu'ils pouvaient aussi faire en dessous de la terre pour pouvoir garder leur nourriture. Fait qu'est-ce que aussi c'était question de cuire les poteries ou ben les céramiques puis ces matières-là dans la terre ou c'était toujours des fours extérieurs? Lui, dans son cas, c'est un four extérieur qui est quand même creusé en partie dans la terre. Okay. Parce que sinon, il serait trop haut, le four. Là. Donc, il faut quand même creuser dans la terre. Mais j'ai vu aussi, pour vous dire, je suis passionnée de poterie, même si j'en fais pas, j'en fais un peu. Mais c'est ça, le côté un peu moche de toucher à tout, c'est qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Mais c'est ça, il y a un autre super de beau documentaire qui est probablement tout aussi facile à trouver sur les internets, sur notre cher ami YouTube, qui concerne la poterie. C'est une demoiselle, justement, qui, elle habite plus au sud, dans les coins d'Arizona et tout ça, aux États-Unis. Et il y a un emplacement où est-ce qu'elle va récolter son argile.
qui est facilement disponible par l'érosion. Puis, elle va, au final, c'est ça, fait qu'elle prend l'argile-là, elle la trempe et la façonne, puis quand elle termine, quand elle fait la cuisson, oui, elle fait la cuisson sous la terre. Donc, elle fait un feu qu'elle va faire comme un bon brasier, puis elle va enterrer tout ça, puis elle va revenir le lendemain et c'est cuit. Mais c'est sûr qu'elle a une température qui est moins tempérée, entre guillemets, si je peux dire comme ça. Comme nous, ici au Québec, on aurait vraiment juste un petit temps dans l'année qu'on pourrait le faire. Probablement que, justement, en France, peut-être que c'est assez tempéré pour que ça soit juste un petit moment dans l'année qu'on puisse faire une cuisson facile, si je peux dire comme ça, ainsi. Donc, c'est quelque chose qui est fait plus au sud quand on pense au niveau culturel, puis au niveau environnemental, tous ces facteurs-là. C'est pour ça souvent qu'on a des petites différences dans la manière de procéder. Mais oui, puis là, on parle de ça, mais la nourriture aussi peut très bien se faire cuire. On voit ça assez souvent, qui se fait cuire en dessous de la terre, justement, comme tu parlais. Mm. Ça, c'est juste l'argile, hein? Donc, on peut s'imaginer tous les autres métiers. Hein? On avait parlé de la forge. C'est toi qui avais parlé de ça, Kat, qui avait amené ce travail-là, du forgeron, du métal. On avait parlé, c'est ça, puis la forge qui a encore cette particularité aussi du travail du feu. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, je pense qu'on sait tous avec la mondialisation hein, que les Japonais excellent dans la fabrication d'une arme particulière hein, qui est le katana. Puis, il y a vraiment un rituel autour de la fabrication de ces lames. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion d'observer, je vous invite à aller consulter notre meilleur ami YouTube. Il y a vraiment de très beaux... j'ai pu regarder un super de beau documentaire par rapport à la fabrication des katanas et le rituel qui est encore pratiqué autour de cette fabrication aussi. Où est-ce que même le forgeron va insuffler l'esprit de l'arme quand il va faire la trempe finale. Puis c'est ça, les circonstances doivent être parfaites pour donner vie à l'objet. Donc, c'est cet aspect-là aussi que les objets portent une vie, entre guillemets, une énergie, une essence qu'on leur insuffle. Donc, puis ça vient toucher un peu l'aspect hein, entre le créateur et ce qui est créé. Hein? Donc, ça nous ramène à ça aussi. Donc, c'est ça. Forge, métal. Y avait-tu quelque chose, toi, qui t'avait interpellé dans ce travail-là? Non, moi, c'est plus récent, disons, comme on discutait hier, le sable, quand il est chauffé à haute température, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on peut faire du verre. Du verre transparent, tu sais, fait que autrefois, tu sais, il y avait d'autres métaux, d'autres façons de couler des minéraux ou de transformer les minéraux pour faire un objet, mais on a aussi découvert il n'y a pas si longtemps le verre, faire de la vitre avec du sable hautement chauffé, avec différentes couleurs, différentes textures et des différentes épaisseurs. Fait que encore dernièrement, il y a eu quand même beaucoup d'évolution dans la transformation de la matière, si on peut dire. Oui, on fait juste penser au vitrail hein, par rapport au verre, où est-ce que là, justement, on peut étaler toute la beauté de la fabrication du verre et d'en faire comme un casse-tête avec et en faire des belles images qui vont capter le soleil aussi.
On voit beaucoup ça dans les cathédrales. J'avais entendu dire même qu'il y avait certains métaux ou mélanges de métaux qui pouvaient devenir transparents, translucides et avoir un peu la même capacité là, que la lumière passe au travers. Mais ça, c'est peut-être plus dans des voies secrètes alchimiques oubliées ou presque oubliées. Ouais. C'est une lecture de ma tendre moitié qui m'avait parlé de ça, qu'apparemment que c'était possible. Est-ce que c'est vrai ou pas? Faudrait que quelqu'un l'essaye. Beaucoup de connaissances oubliées comme ça de notre société d'aujourd'hui. Fait que oui, le verre, le vitrail, puis là, si on parle même du soufflage du verre, hein, le travail du souffle avec cette matière chaude et qui est en mouvement, hein, qu'on doit toujours garder un mouvement pour qu'elle reste symétrique. Très impressionnant aussi à regarder. Oui, avec les pigments qui sont aussi maintenant peut-être plus des pigments synthétiques, mais autrefois, il y avait des pigments de minéraux, puis de trucs naturels, là, des coquilles d'escargot et tout ça, là, pour mettre des couleurs pour peindre sur les poteries et tout ça. Et voilà, c'est assez versatile. Mais oui, parce que là, tu parles de pigments, mais c'est ça. Tu sais, les pigments, c'est pas quelque chose qui était obligatoire, hein? On aurait pu créer juste des objets utilitaires et faire fi un peu de la beauté de l'objet. Mais comme dans pas mal tout, comme moi, je suis passionnée de textile, on en reparlera un petit peu plus loin parce qu'il y a des choses très intéressantes au niveau spirituel ou de la magie qui en découlent, mais c'est ça, au travers de ça, l'artisan, ce qui fait qu'il ne fait pas juste fabriquer un objet, mais qui devient vraiment artisan, selon moi, c'est quand que tu y mets de l'esprit, c'est quand que tu veux que ton objet ne soit pas que utilitaire, mais qu'il soit beau en plus. Donc, c'est comme embellir le monde. Puis je pense aussi que c'est rendre honneur un peu à Mère Nature parce que justement, on était inspiré beaucoup de ses formes, de ses courbes, de la beauté de chaque pétale qu'elle crée, pour donner des exemples. Donc, c'est ça. Puis les pigments, ça en fait partie, veut pas. Oui, pour aussi décorer avec des symboles, puis imiter, puis reproduire les éléments de la nature, tu sais, reproduire des arbres, certaines plantes sur les poteries ou sur des objets d'art, là, tu sais, pour que ça soit immortalisé dans le temps. Oui, il y avait ça. Je sais que dans les pays scandinaves, c'est très pratiqué, même encore aujourd'hui, la peinture de floraux sur les objets, sur les tables, les chaises, les meubles, les murs. Et ça, c'est pour ramener un peu aussi la beauté de la nature à l'intérieur quand tu as la moitié de l'année où est-ce que tu n'as pas l'occasion de voir la beauté de la nature vivante. On s'entend. Il y a moyen, justement, à l'aide des pigments, de les ramener à l'intérieur, chez soi, pour égayer son espace et rester joyeux. Hein? Je ne peux pas. Moi, je me dis que ça a clairement à voir aussi avec le moral, les températures dans lesquelles on peut vivre à longueur d'année, où est-ce qu'on vit. Ça peut avoir vraiment une incidence, puis je trouve que c'est une manière très ludique, mais en même temps très belle et créative de se dire qu'on peut ramener une saison à l'intérieur, tu sais. Oui. À l'aide de pigments qui sont fabriqués à partir de différentes plantes. Alors, pourquoi qu'on vous parle de tout ça? On pourrait continuer, on pourrait parler de vannerie, hein, puis même comment que la vannerie, elle aurait pu être inventée, hein? On parlait un peu, qu'est-ce que tu voulais dire?
Non, non, et je suis très curieuse de parler de vannerie parce que c'est Ah un oui, monde que je ne connais pas beaucoup, puis ça m'intéresse, donc Vas-y, Maggie. oui, c'est bon. Fait que la vannerie, en fait, c'est l'art du tressage des plantes et des branches pour en faire des contenants. Communément, on va voir des paniers le plus souvent, toutes sortes de paniers ou des choses aussi comme, par exemple, pour ceux qui vont fabriquer le vin, il va souvent avoir une pièce de vannerie qui va entourer le gros pot pour faciliter le transport, ce genre de choses-là. Donc, la vannerie sert à ça. Et ce qui m'a le plus interpellée dans le travail, dans ce travail-là, c'est le rappel des racines. Parce qu'on peut aussi faire pratiquer la vannerie avec les racines, mais le tissage des plantes pour en faire un contenant, moi, ça me rappelle les racines des arbres quand on les déterre, de voir comment que tout passe par-dessus, par en dessous et tout ça. Et moi, je me plais à imaginer dans mon âme de poète et et de vouloir embellir les choses. Je m'imagine que c'est ce qui nous aurait donné l'idée de s'essayer. Et autant que on peut aussi faire une vannerie très carrée, très droite, il y a des personnes absolument fabuleuses qui s'adonnent professionnellement et artistiquement à la vannerie, qui vont aussi aller chercher ce côté brut des racines et arriver à tisser des pièces qui sont complètement, on pourrait dire, inspirées, hein, puis qui vont aller, les tiges vont aller de tous bords, tous côtés, mais tout va se tenir à la fin, un peu comme les arbres qui soutiennent la terre. En ce sens, pour moi, la vannerie est très importante. Tu sais, Maggie, chez moi, je n'ai pas beaucoup de paniers ou de trucs comme ça, mais j'ai une chaise qui est faite qu'avec de la branche tortillée. Ah, pour vrai? Ouais. Puis, je peux te dire elle m'ancre vraiment quand je m'assois là. C'est comme, j'appelle ça mon trône. Mon trône pour introspecter, puis ou lire ou pour faire une activité spirituelle ou en tout cas comme ça me vient, comme ça me chante. Puis je me sens vraiment bien sur cette chaise-là parce que je me sens comme vraiment faisant partie de la Terre, étant donné qu'on est quand même un peu déconnecté aujourd'hui, tu sais, avec toutes les structures, on a moins souvent accès à se connecter directement à la nature. Donc, avec ces branches-là, avec cette chaise-là, ben voilà, je pourrais peut-être envoyer éventuellement une photo ou vous montrer la belle chaise, mais c'est pas de la vannerie, mais c'est très ressemblant. Oui. Ah, ben moi, je serais très curieuse de voir cette chaise, vraiment. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle d'artisans? Parce que on est là pour parler de l'élémentaire, mais de la magie naturelle aussi. Mais parce que pour moi, ça fait partie intégrante. Un artisan qui est en apprentissage d'un métier en particulier et qui va le maîtriser, pour moi, fait honneur à l'élémentaire. Fait honneur un peu comme aussi à notre intelligence humaine. Il ne faut pas juste la voir d'une manière négative, mais on peut utiliser notre inventivité au service de la nature et de nous, les humains, en tout respect. Et en ça, je trouve que l'artisan est le mieux placé pour faire ça. Puis, l'artisan, c'est ça, je pense que je vous ai déjà parlé de l'artiste, hein, parce qu'il y a une différence entre l'artiste et l'artisan. Et je me suis amusée hier, je réfléchissais à la différence entre les deux. Je me suis fait un petit
une espèce de petit diagramme, donc je vous l'explique pour le plaisir de la chose. Donc, l'artiste va venir toucher notre émotivité, notre côté émotif va évoquer des émotions en nous. Et en ça, je trouve que l'artiste est très proche de l'élément eau. Si je me souviens bien, on en avait parlé aussi quand on a abordé cet élément. Et donc, l'artiste, c'est ça, est très élément eau. C'est ce qui va venir toucher en nous versus l'artisan qui va venir toucher l'élément terre parce que ce qu'il fabrique est utilitaire, tu sais, à comparer de l'artiste. Puis, bien sûr, chacun a besoin d'avoir un peu de l'autre, mais je pense qu'on comprend un peu l'essentiel. Mais à travers de ça, où est-ce qu'ils se rejoignent? C'est dans l'élément air, où est-ce qu'ils vont chercher leur inspiration. Parce que l'artisan, même s'il connaît son métier, une fois qu'il le connaît, il peut aller toucher à l'inspiration et redécouvrir l'objet ou son travail dans lequel il est spécialisé et toucher à l'inspiration. Puis l'artiste, ben oui, forcément, c'est ce qu'il recherche. Hein? C'est dans l'élément air au niveau de l'inspiration qui va venir s'interrelier à l'élément eau. Et enfin, l'élément feu, c'est ce qui les anime, c'est la motivation profonde de chacun des deux. Donc, puis c'est la manifestation du cœur, selon moi, qui est représentée par l'élément feu, qui habite l'artiste et l'artisan. Donc, ils se ressemblent tous les deux, juste qu'ils vont toucher une part différente, mais qu'on a tellement besoin aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos communautés. On en a toujours eu besoin, veut pas. Donc, c'est mon petit diagramme de l'artiste et de l'artisan. Et donc, on l'a peut-être un peu répondu, mais je me suis fait un gros nuage dans mon cahier. Hein, où est la magie? Ben, c'est un petit peu qu'est-ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'artiste et l'artisan. Et comment aussi que chacun va travailler sa matière et lui donner de l'esprit, un peu comme j'expliquais tantôt, comme le forgeron qui va qui va souffler de son esprit à sa lame quand il va la terminer. C'est un peu dans le même sens aussi. On a peut-être, avec le temps, avec cette obligation monétaire, je pense qu'il y a des artisans qui ont oublié cet aspect-là. Mais j'espère que si jamais ils nous écoutent, et à force d'en parler moi-même, qui est artisane, de faire voir cet aspect très, très profond qui nous différencie des machines. Hein, quand on pense aujourd'hui à l'intelligence artificielle qui est à nos portes, même dans nos poches, dans nos téléphones, sont très près de nous. Quand on pense aussi à cette industrie, grande industrie de surconsommation, qui essaie de nous convaincre de tous ces besoins qu'on n'a peut-être pas tant besoin. C'est ça change, ça dévalorise, je trouve, le travail de l'artisan. Donc, c'est encore plus important en tant que pratiquant, quand on vit une vie spirituelle, de temps à autre, se souvenir de ça et l'honorer, l'encourager à la mesure qu'on est capable. Parce que, évidemment, je suis je suis très bien placée pour le savoir et pour le vivre. Quand on est, exemple, dans ma situation, parent monoparental qui vit seul avec ses enfants, toujours, se payer le luxe de l'artisan, c'est pas toujours possible et accessible. Donc, c'est sûr qu'on a nos limites, mais quand on fait un choix de temps à autre conscient sur certaines choses qu'on consomme, mais ça fait la différence. Ça fait la différence pour nous et l'énergie qu'on invite chez soi. Et ça fait la différence pour l'artisan
aussi qui peut continuer à vivre de son art et à s'améliorer, devenir meilleur, puis pouvoir en vivre aussi parce que l'artisan ou l'artiste a le droit de bien vivre de son talent. Puis toi, Kat, je pense que tu es bien placée pour le savoir aussi. Hein? Tu es tatoueuse. C'est ton premier métier. Oui, ben mon premier métier, c'était plus ou moins tatoueur, mais j'ai vraiment fait de la poterie dans mes débuts et de travail du cuir. Donc, c'était vraiment là, le saut dans mon monde d'artiste. Puis, je l'ai fait volontairement sans rien d'autre. Donc, oui, j'ai sauté dans cet univers-là à pieds joints avec tout mon cœur. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Et puis, ça l'a vraiment animé toute ma démarche artistique. Fait que j'ai beaucoup de respect envers les artisans qui continuent et qui sont encore très bien ancrés dans la terre à créer, puis avoir toujours de l'inspiration, puis de pouvoir continuer sur la voie des nouvelles générations qui viennent. T'sais. Fait que, ouais, je suis dans ce monde-là, effectivement. Ouais. L'encre dans la peau, ouais. Oui, exactement. Est-ce que tu as déjà regardé, justement, on parlait un peu des pigments tantôt, on va y revenir. Est-ce que tu as déjà regardé un peu au niveau des pigments? Parce que c'est sûr que là, tu dois avoir une obligation en tant qu'artiste tatoueur, tu sais, d'utiliser des encres qui viennent du marché. Mais est-ce que tu as déjà exploré si tu pouvais fabriquer ton encre à tatouer? Oh non, j'ai pas exploré jusque-là parce que quand on regarde la provenance de l'encre, tu sais, de l'encre de Chine, puis les autres pigments, il y a souvent, c'est pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement sain non plus. Il y avait beaucoup de pigments qui étaient toxiques autrefois. Hein? Ouais. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de pigments qui sont pas artificiels, synthétiques, mais qui sont quand même adaptés à la réaction cutanée ou que tu peux utiliser. Puis il y en a même des pigments qui sont pas très bons à respirer aussi. Fait que ça dépend vraiment dans quel milieu artistique que tu travailles. Tu sais, j'ai fait beaucoup dans ma vie de pastel sec, mais dessiner au pastel sec, là, ça fait beaucoup de poussière, puis on en respire beaucoup aussi. Fait que j'ai trouvé que c'était un petit bâton dans les roues de continuer à faire ce métier-là parce que je suis portraitiste de métier. Donc, j'étais obligée de vraiment valider. Puis je me suis rendu compte que certains pigments étaient vraiment toxiques, même dans les craies. Donc, j'ai cessé beaucoup d'utiliser ce médium-là. Mais je sais que pour les encres pour la peau, ben c'est toléré par le corps, puis le système lymphatique, puis aussi le système immunitaire est capable de s'occuper, de faire évacuer le surplus, tu sais. Oui. Mais c'est parce que le fait d'ancrer les gens avec des choses symboliques, et puis ce que ça représente pour eux, et puis toute l'ambiance et je pourrais dire l'espèce de confidence aussi que les gens amènent avec eux lorsqu'ils sont prêts à se faire ancrer, à se faire mettre dans la peau un symbole ou quelque chose de symbolique. Ça a tout son sens avec l'union avec la terre, là, tu sais, avec le vivant, puis ça me ramène toujours à terre, ça me ramène au sol, ça me ramène à l'ancrage. Donc, j'ai besoin de ça pour travailler, j'ai besoin de ça pour œuvrer surtout. Voilà, c'est un aspect qui est très important puis qu'on s'en rend pas toujours compte au moment présent, mais quand que j'y repense, c'est très symbolique tout ça. Oui, mais je pense que dans pas mal tous les peuples, j'ai vu à plusieurs reprises passer, c'est ça, des
le côté historique du tatouage et c'est effectivement, c'est très, il y avait notamment un rituel vraiment beau que j'avais vu. C'est une femme qui se faisait tatouer dans les contrées plus nordiques au Canada. Les Inuits, je veux pas, je veux pas me tromper de terme là, parce que je sais que ça a changé dans les dernières années, mais les femmes se font tatouer le menton. Je pense que les Maoris aussi se font tatouer à cet endroit-là. C'est des tatouages pour les femmes qui ont des symboliques particulières. Et je pense que c'était justement ça. C'était dans un peuple Maori que cette dame se faisait tatouer. Et donc, tatouage à l'ancienne et toute la communauté est à l'intérieur, dans la même pièce où est-ce qu'elle est et ils chantent. Ils chantent selon un rite et c'est quasiment comme une renaissance quand elle se lève et que les gens la voient avec son nouveau tatouage. Elle est émue et elle est accueillie. Tu sais. Je trouvais ça très beau. Donc ça, tout était, beaucoup de choses étaient ritualisées, étaient sacralisées, veux pas, et on vient à l'oublier. Mais oui, je suis contente que tu parles un peu justement de ce que tu fais au niveau du tatouage, parce que c'est ça, ancré avec une encre, hein, c'est pas juste ancré avec l'encre, le pigment, mais c'est ancré dans les motifs. Hein, c'est cette autre encre qu'on jette à l'eau, dans l'eau de nos émotions et de notre vécu et de nos expériences. Donc, oui, c'est super beau. Au niveau des pigments aussi, parce que là, bon, on parle de l'encre, mais c'est pas... les pigments aussi habitent d'autres propriétés. Justement, il y avait... ça va peut-être un petit peu dans le sens de l'eau, mais quand même, les ocres qu'on peut trouver, il y avait une dame qui fait la collection des ocres de partout dans le monde. Les gens lui en envoient. Elle a une collection incroyable. Puis, ça me rappelait que j'avais fait une recherche ici et j'avais vu justement qu'il y a la rivière Rouge proche de chez moi qui semble avoir une ocre rouge, pas pour rien qu'elle s'appelle rivière Rouge, et que ça a été des endroits sacrés. Mais ça, je pense qu'on en avait parlé un petit peu dans l'élément haut. Donc, c'est ça. Mais il y a des ocres partout sur la planète. Elles ont été utilisées pour les rites, les rituels, bien souvent. Je pense qu'on a le temps de parler un petit peu des plantes. Hein? On ne peut pas passer à côté de ce vaste sujet des plantes, de notre manière aussi de les aborder. Il y a comme cette semaine, à chaque fois que je passe une semaine à étudier, il y a toujours des petites choses qui se passent puis qui me font beaucoup réfléchir. Tu sais. Il y avait, tu sais, comme sur les réseaux sociaux, il ne faut jamais parler de politique, il ne faut jamais parler de religion. Ou il y a un autre sujet aussi, le hockey, je pense. Ici au Québec, en tout cas, des sources de chicane, tu sais. Puis, sur les réseaux sociaux, j'avais vu passer justement, il y avait une chicane au niveau des croyances, tu sais. Puis ça m'avait beaucoup interpellée parce que, ben, c'est ça, la personne, clairement, elle croyait qu'on vit, on meurt, tu sais, puis que ces choses d'énergie-là, c'est pas sérieux, tu sais. J'ai pas été ébranlée dans ma croyance profonde, mais ça me fait toujours bizarre de lire quelqu'un qui est complètement dans l'autre sens de ce qu'on croit, tu sais. Autant nous, on va croire un peu, on va avoir une certaine croyance, puis on est ouvert d'esprit, tout ça, mais de voir complètement son opposé, c'est toujours un peu déstabilisant, je te dirais, sans
sans nous remettre en cause, mais c'est juste, c'est ça, c'est juste dans l'observation, c'est comme, wow, il y a des gens vraiment qui pensent complètement le contraire de moi, tu sais, se rappeler de ça, c'est particulier. Puis, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Je m'en rappelle plus. Tu parlais de plantes. Ah oui, c'est ça, pour en faire un lien avec les plantes, tu sais, moi, je crois jusqu'à l'essence des plantes, tu sais, qu'elles ont une énergie, qu'il y a quelque chose, en fait, tu sais, moi, je vous parle un peu de ce que je crois et chacun peut croire ce qu'il veut, dans la mesure que c'est ça, hein, on n'en vient pas à chicaner. Mais c'est ça, je pense que les plantes sont porteuses d'une mémoire très ancienne, d'évolution aussi depuis que notre monde se crée. Puis, il y avait... ça m'amène, en fait, ça a l'air un peu confus, mon truc, là, mais c'est parce que j'aime beaucoup le côté historique, puis je suis en train, justement, de lire à mes enfants. Ça s'appelle... Attends une minute. Il n'est pas loin. Ça s'appelle La naissance du monde en 100 épisodes. Fait que c'est le côté scientifique, mais c'est de voir d'où est-ce qu'elles viennent, les plantes, tu sais. Puis j'ai beaucoup... j'ai comme le sentiment profond, tu sais, qu'il y a quelque chose qui s'attache à elles, ben, comme tout autour de nous, tu sais. Puis, donc... Puis en magie naturelle, en fait, parce que faut faire la différence, je pense. Tu me diras ce que tu en penses, Kat, mais entre l'herboristerie puis la magie, dans la manière qu'on utilise les plantes. C'est un petit peu comme quand on parle aussi de nous-mêmes, tu sais, d'aller voir le médecin quand on est malade et dans nos pratiques spirituel, de venir soutenir l'esprit au travers de la maladie du corps. Mais je pense que c'est un peu la même chose au niveau des plantes. Et je pense qu'il y a des gens qui ont tendance aussi à mêler les deux. Mais l'herboristerie, qui est la guérison du corps, est différente du côté magique. Bien sûr, on va amalgamer un peu les deux, mais des fois, il y a des nuances, je pense, qui peuvent être faites, tu sais. Pas parce que, exemple, pas parce qu'une plante va nous soutenir ou guérir sur un certain aspect, qu'elle va travailler aussi au niveau de l'esprit, qu'elle va travailler à la même place, parce que dans les énergies éthériques, elle va être comme reliée à certaines planètes ou elle va être plus solaire ou lunaire. Donc, ça peut arriver, mais je pense qu'il faut quand même vérifier aussi et notre ressenti profond quant à chaque plante qu'on rencontre et son besoin. Tu sais, je peux donner comme exemple l'armoise. Elle travaille au niveau spirituel, puis on a envie de l'utiliser en encens. Mais en tant que telle, dépendamment de l'armoise, mais elle n'a pas une propriété de guérison, exemple, au niveau des poumons. C'est pas parce qu'on l'utilise en encens qu'on va l'utiliser pour la guérison, c'est ça, du système pulmonaire, par exemple. T'sais. On va aller vers d'autres plantes dans ce temps-là. Donc, c'est ça, il y avait ce côté-là que j'avais envie de dépêtrer un peu. Est-ce que tu as une plante qui t'a interpellée récemment? Récemment, je pourrais dire que oui, ce serait le mélilo. Ah oui. Ouais, le mélilo que quand on va sur les bords, les rives ici au Québec du fleuve, souvent ça sent très bon, ça sent parfumé l'été. Puis j'avais toujours l'idée que c'était le foin d'odeur qui émanait une odeur comme ça, puis qui était vraiment, comme on appelle ici avec les Amérindiens d'Amérique, le foin d'odeur sont les cheveux de la terre-mère, tu sais. Oui.
toujours eu une odeur, j'adore l'odeur du foin, l'odeur. Mais ça sent Justement parce sucré que, aussi. oui, très sucré, mais à force de marcher, puis de regarder un peu partout, parce que j'ai souvent le nez à terre, tu sais, quand que je me promène dehors, parce que je regarde toutes les plantes qu'il y a autour, puis je suis très curieuse de voir qui croise mon chemin. Donc, je me suis rendu compte que c'était aussi le mélilo avec son petit air et son petit goût sucré qui nous rentre dans le nez, mais qui est très aussi vanillé et un peu terreux. Donc, c'est une belle plante que je vais m'attarder encore plus cette année à découvrir et à utiliser. Puis, de la mettre aussi à l'intérieur, proche de mon hôtel, de la mettre dans la cuisine, pour juste enivrer les pensées, se donner l'impression qu'on est dehors, qu'on marche sur le bord du fleuve, pieds nus, dans le sable, dans les foins. Ça peut être un peu humide sous les pieds aussi, puis ça sent bon. Fait que ça peut me transporter très facilement dans un aspect au niveau de notre belle terre dans toute sa splendeur, puis ça me rentre dans le corps, dans l'esprit, puis je me sens très revigorée avec le mélilo. C'est une petite fleur blanche très, très, très parfumée qui peut être aussi jaune, mais c'est très rare le mélilo jaune. Je ne l'ai pas encore découvert, je ne l'ai pas trouvé encore, mais oui, il y a le mélilo que j'aime beaucoup puis qui va sûrement rentrer bientôt dans ma pratique rituelle et intentionnelle parce que je l'ai commencé à l'utiliser un petit peu, mais là, je vais l'explorer davantage. Est-ce que tu savais que c'était notre vanille boréale? Oui. Oui. Je viens de finir mon petit pot de vanille boréale de mélilo, justement, que j'achète à Gourmet Sauvage. Ils font l'extraction. Tu sais, je pense que c'est probablement une macération dans l'alcool qu'ils font. J'ai fini mon pot cette semaine en faisant des crêpes. Wow! Oui. Ouais. Mais c'est très dispendieux, mais ça dure longtemps aussi. Là, c'est un bon pot qui vendent. Mais oui, ça goûte le ciel, là. Mes crêpes, ils goûtent vraiment pas pareil. Je trouve que la vanille se perd. Ben, souvent, les essences de vanille à l'épicerie, c'est pas de la vraie vanille. Sinon, il faut y mettre le prix. Mais le mélilo est absolument magnifique. J'en ai trouvé la première fois, pas l'été passé, l'autre d'avant. J'avais trouvé une talle. Fait que j'ai encore... c'est long à ramasser. J'ai un petit pot, tu sais, les petits pots maçons, mais les plus petits d'une tasse, là. J'ai la moitié de ça, puis il me semble que j'en avais ramené une paupière brassée. Mais c'est ça, juste récolter les petites fleurs. Puis je me suis aperçue qu'il y avait de la fibre dans les tiges. Quand tu défais les tiges, là, tu as comme des bouts de fibres d'à peu près une douzaine de pouces qui venaient. Enfin, j'ai gardé ça aussi. Puis ça, c'est odorant. Ça aussi, c'est impressionnant. Oui. Oui, c'est comme tu as mentionné le mélilo et j'étais comme oh wow! Oui, magnifique plante. Je ne sais pas au niveau spirituel ce qu'elle a parce que j'en ai jamais entendu parler et la plupart des livres de référence en magie naturelle ne parlent pas du mélilo parce que je pense que c'est probablement typiquement américain. Puis les seuls autres livres québécois, quand ils parlent de plantes, c'est rarement au niveau spirituel. Parce que là, il y a comme une grande effervescence de cueillette là, ces dernières années. Oh là là! Oui. Ouais. Parce que je ne sais pas, au niveau spirituel, c'est sûr que la fleur blanche nous donne un indice sur son côté lunaire. Mais c'est ça. Pour le reste, je ne sais pas. Ce serait à élaborer. Hein? Oui. Puis je dirais,
même si on l'utilise pas comme en herboristerie dans le côté physique pour le corps physique, je pense que moi, en tout cas, quand j'utilise une plante pour ma spiritualité puis ma pratique, j'y vais dans le même sens, mais comme si c'était pour mon esprit. Donc, si la vanille, pour toi, le goût de la vanille, que moi aussi j'ai du sucre de vanille là, d'une cueilleuse que je prends, puis si ce sucre-là réveille ton esprit et t'emporte dans le bonheur, pourquoi pas la prendre pour ce qu'elle te donne, tu sais, comme sensation, puis comme feeling un peu viscéral, si on peut dire, pour le porter aussi dans l'esprit, puis l'utiliser pour les intentions. Tu sais, je pense que c'est un bon mouvement à faire, puis des bonnes habitudes à prendre, d'y aller au senti et à l'intuition, surtout quand c'est une plante comme ça qui est sauvage et puis qui est pas vraiment récoltée. Je pense que ça vaut la peine de se lancer puis de pas hésiter à la laisser parler pour soi, tu sais. Oui. Ben, dans le même sens que tu dis, je pense que notre intuition nous aide beaucoup. Quand que, mettons, tu te sens moins d'énergie ou ces vibrations-là, puis ou même que juste tu es très joyeux, tu sais, puis que tu as envie de célébrer, hein, ça peut être dans ce sens-là aussi, d'aller vers ce qui nous interpelle. Souvent, c'est ce qu'on a besoin, tu sais. Puis j'avais une personne qui m'avait déjà parlé qu'elle elle utilisait beaucoup les huiles essentielles et souvent elle ouvrait elle a comme une belle pharmacie d'huiles essentielles, puis souvent elle faisait comme un premier choix, des choses qui disaient ah oui, ça sent bon, ah ça j'ai envie de ça, puis après ça elle ouvrait ses pots, puis elle allait à l'odeur sans regarder. Puis ce qu'il sentait, ce qui lui faisait comme du bien, là, juste en humant là, le petit pot ouvert, mais là, elle le gardait. Puis les autres, puis ceux qui ne sentaient pas, parce que des fois, il y a des choses, on dirait, ouais, il me semble que je ne le sens pas aujourd'hui. Mais pour elle, c'était quelque chose qui devait être c'est comme mon corps n'a pas de besoin. Mm-hmm. Mon corps n'est pas attiré vers, ben, ça veut dire que là, j'en ai pas de besoin pour ma guérison plus spirituelle, tu sais. Fait qu'elle faisait un tri-là comme ça, puis je trouvais ça très intelligent, tu sais. Notre intuition, il faut y faire, je pense qu'on peut y faire confiance, tu sais, dans ce genre de situation-là. T'sais, on ne parle pas de plantes empoisonnées là, ou de trucs poisons. Là, on parle d'un matériel relativement sécuritaire. Là, oui, parce que c'est pas parce qu'une plante qu'elle est en huile essentielle ou qu'elle est naturelle puis qu'on peut la trouver, ça veut pas dire qu'elle est nécessairement comestible non plus. Donc, il faut vraiment faire attention. Même elle peut être toxique aussi, là, si elle est respirée comme une huile essentielle qui est respirée un petit peu trop intensément. Des fois, ça peut peut-être dériver un peu l'esprit. Puis c'est ça, c'est les huiles essentielles, là, moi j'appelle ça c'est le système immunitaire de la plante. Ça se trouve avec toute son essence. Donc, tu sais, il y a le côté énergétique aussi des plantes. Donc, c'est important de considérer ça, là, parce que, mais oui, d'y aller au senti, savoir ce qu'une plante te parle ou pas, si en la sentant, en mettant ton petit nez au-dessus du bouchon, voir comme, oh, je pense que celle-là, elle me ferait du bien aujourd'hui, et de l'utiliser à bon escient. Exactement. Moi, ma plante chouchou du moment que demain, je vais faire un sirop avec, ça va être le lilas. Je vais me faire un beau sirop de lilas pour l'année. C'est le temps, là, j'ouvre mes fenêtres et ça sent. Tous les voisins ont une belle talle de lilas quelque part sur le terrain. Fait que moi, j'en ai une aussi. Fait que demain, je vais m'amuser avec les enfants à aller chercher, là, c'est ça, des têtes de fleurs, puis on va toutes défaire les fleurs, puis tout mettre ça dans le sucre, se faire un beau sirop à froid pour l'année, pour mettre dans nos petites boissons, nos eaux. Dans le fond, les eaux qu'on fait, nos petites limonades et tout ça.
Hey, mais il est déjà 4 heures. Ouais. Est-ce que tu t'en allais dire quelque chose? Je m'en allais dire, écoute, Maggie, on pourra reparler du lilas si tu veux tantôt, parce que moi, je me fais une limonade de lilas, mais là, je crois qu'il est déjà 4 heures. Il est 4 heures. Puis là, on a de la musique à vous partager. Puis après ça, on revient, puis on a d'autres choses super intéressantes à vous parler. Je vous dis ça rapidement. On va parler des élémentaux. On va parler d'espace sacré. Puis, ça va être pas mal ça. Juste ça, je pense qu'on en a en masse, puis on va reparler du lilas. Donc, je vous présente et déjà ce qui va passer. Patti Smith, Dancing Barefoot. Hein? Évidemment, élémentaire, on va danser dehors, nu-pieds. Et Wardruna, qui est une suggestion de toi, Kat, The Raven. En fait, ça s'appelle Kvittvavn, qui veut dire le corbeau, justement. Alors, on se reparle, on se revoit pour la deuxième heure dans quelques instants. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Des beaux échanges sur le chat pendant ces deux superbes pièces qui honorent l'élémentaire, notre sujet de ce soir. Et reprenons, nous avions laissé 4, on était rendu à Lila et Limonade. Ah oui, est-ce que vous connaissez la limonade de Lila? Est-ce que vous en avez déjà fabriqué? Est-ce que vous avez déjà goûté? Plus une citronnade plutôt, parce que c'est avec du citron. Si vous en avez déjà consommé, puis si vous avez déjà vu cet élixir de bonheur, c'est très facile à faire. Hein? Il faut vraiment faire chaque petite fleur, les enlever de sa grappe une à la une, et puis faire dans de l'eau, les mettre dans de l'eau, dans un pot, remplir le pot complet de fleurs, remplir d'eau avec un petit peu de citron, sucré si ça vous chante, puis on envoie ça au réfrigérateur pour quelques heures. Moi, je le laisse une nuit, puis je le prends le lendemain matin. Mais c'est le bonheur. Le bonheur du printemps, c'est vraiment la limonade, la citronnade de Lila. Ah, j'ai eu l'occasion d'y goûter. Hein. T'étais passée chez moi. C'est à l'automne. Oui. Non, en tout cas, au début du printemps, je me rappelle plus. En tout cas, et tu en avais amené pour qu'on le partage ensemble et c'était effectivement très bon. Ouais. Donc, grâce à toi, je vais m'en faire. Là. Ah, c'est génial. Vous pouvez même le congeler. Tu sais, c'est le fun, ça rappelle l'été. Absolument. Bon, tu parles de limonade, une limonade que j'aime beaucoup faire, que les enfants adorent. Moi, c'est des fleurs d'hibiscus que j'utilise, que j'achète à... On a une compagnie de plantes, voyons, ça m'échappe, là, la petite étiquette est verte en tout cas. Moi, j'achète un gros sac d'hibiscus, de fleurs d'hibiscus, et ça a un goût citronné, donc qui remplace le citron. Et on consomme beaucoup de fraises du Québec pendant l'été et je garde des queues de fraises, les têtes de fraises qu'on coupe là, et je mets ça dans l'eau avec de l'hibiscus et on va sucrer un peu au sirop d'érable et c'est nos limonades d'été que je fais pour les enfants. Ils adorent. Non. Ah, Mimi a dit que les lilas sont défleuris. Oui, c'est ça, on a une petite différence dans les températures. Ici, elles sont en pleine floraison. Donc, c'est ça. On a encore la chance, si vous êtes au Québec, c'est encore le temps. Ah oui, ça fait tout juste commencer dans mon secteur, moi, dans ma partie du Québec. Oui, c'est ça. Nous, c'est depuis cette semaine dans notre coin des Laurentides. Alors, continuons. J'avais envie qu'on aborde le thème des élémentaux au niveau de l'élémentaire parce que c'est où est-ce qu'ils habitent, les élémentaux. On peut penser au vent, ce genre de choses-là, mais je veux plus qu'on se concentre sur c'est ça, sur l'élémentaire. C'est là qu'il y en a le plus, entre guillemets. Si je me fie aussi à ce que j'ai lu,
C'est pas, à la base, c'était pas quelque chose à laquelle je croyais parce que on peut avoir un préjugé un peu, par exemple, quand on parle des fées, hein, on se réfère rapidement à toutes les petites figurines qu'on voit et tout ça. Et on peut, des fois, ça peut on peut trouver ça un peu enfantin. Mais quand on s'y attarde plus sérieusement, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même un système comme de croyance, de symbolique, quelque chose qui fait du sens, qui peut être plus proche de nos croyances. Et en ce sens, il y a des livres que j'aime consulter, que j'aime lire, qui ne vont pas nécessairement dans le sens de mes croyances en premier lieu, mais qui vont m'apporter une réflexion. Et donc, je vous parle en ayant lu, ça s'appelle, l'auteur s'appelle Marco, avec un K, Marco Pogacnik, qui est d'origine d'Europe de l'Est, il me semble. Je ne peux pas voir ça tout de suite, mais en tout cas. Alors, ce monsieur Pogacnik a écrit des livres sur les esprits de la nature et les élémentaux. Et il fait aussi de la guérison d'espaces sacrés en forêt ou ce genre de choses-là. Et il y a vraiment son approche, finalement, eu raison de moi, dans le sens que j'ai trouvé qu'il y avait du sens dans ce qu'il dit, dans ses expériences. Et j'aime beaucoup aussi parce que au travers de ça, il dessine, inspiré de ses rencontres, un peu avec les élémentaux. Et il y a un côté très sigil, je trouve, dans ses dessins qui m'interpelle aussi, que j'aime beaucoup. Ça peut paraître enfantin, mais en même temps, il y a un côté sigil aussi au travers de ça, et très intuitif. Donc, c'est ça, j'avais envie qu'on aborde les élémentaux. Et en premier lieu, au travers de ça, j'ai été en Islande, là, maintenant 6 ans, et j'ai trouvé, imaginez, en Islande, un livre en français qui s'appelle Le Petit livre du peuple sacré, du peuple caché, pardon. Et j'étais très étonnée en premier lieu de voir un livre en français, mais il y en a quelques-uns dans les librairies parce que j'aime beaucoup aller consulter les librairies quand que je voyage. Et c'est ça, donc j'avais envie de vous lire L'origine du peuple caché. Et ça nous ramène aussi à cette idée-là c'est ça, au niveau parce que on pourrait appeler ça des élémentaux aussi, hein, ils vivent sous la terre, ils vivent ils ont leur propre communauté qu'on ne voit pas, hein, justement, qui est cachée. Et il y a un système de croyance en Islande assez particulier parce qu'ils y croyaient, ils y ont cru en arrivant là. Mais ensuite, il y a le christianisme qui est arrivé et les Islandais ont eu ce côté résilient-là d'amalgamer les anciennes croyances avec le christianisme et donc c'est comme un peu, je voyais ça un peu comme une espèce de prétexte de garder ces anciens mythes-là tout en respectant le côté interdit du christianisme, mais tu sais, en racontant l'histoire pour que la religion accepte que ça continue à être raconté, tu sais, en quelque part. Alors, l'origine du peuple sacré, j'arrête pas de dire le peuple sacré, du peuple caché. Alors, ce sera pas bien long. Autrefois, Dieu demanda à Ève, la mère de tous les êtres humains, de lui montrer ses enfants. Il lui dit de les tenir prêts à une heure et à un endroit précis, lavés, fraîchement peignés et aussi bien vêtus que possible. Ève se réjouissait d'accomplir son souhait, mais elle avait tant d'enfants qu'elle n'eut pas le temps de tous les préparer. Alors elle en choisit plusieurs de chaque sexe et cacha dans une grotte les moins présentables.
Elle enferma l'entrée pour les empêcher de s'échapper et conduisit les autres auprès de Dieu pour qu'il les examine. Quand il vit ses enfants, Dieu demanda à Ève s'il en avait d'autres. Elle répondit qu'il n'y en avait pas. Dieu déclara, « Ceux que tu veux cacher à ton Dieu te seront désormais cachés à toi, ton mari et tous vos descendants, à l'exception de ceux que je choisis d'épargner. À partir de ce jour, ils ne te seront plus d'aucune utilité et ne te donneront plus la moindre joie. » Voilà pour l'histoire. Là, OK. Quand même, hein? Ouais. Je trouve qu'il y a un côté ludique à ça. Parce que, ben c'est ça, on raconte l'histoire comme si c'était très proche de nous, très présent. Tu sais, j'ai comme la misère à concevoir dans l'histoire que, tu sais, Ève et Adam, ils ont dû s'habiller. Puis, mais tu sais, en même temps, c'est comme toute la connaissance derrière. Tu sais, on parlait de l'artisan tantôt, là. Oui. Tu sais, ça fait que ça me donne une espèce de côté un peu ludique, tu sais, habille tous tes enfants et tout ça, alors qu'il ne l'a pas ben longtemps avant, il était tout nu, tu sais, dans le jardin d'Éden, et que tout d'un coup, ils savent faire des vêtements puis habiller les enfants, puis que les enfants, tu sais, à les embarquent pour pas qu'ils se sauvent comme si c'était des petits sauvageons, tu sais. En tout cas, c'est comme tout ça qui m'interpelle au travers de l'histoire, mais quand même, c'est ça, comme je disais un petit peu avant, tu sais, je pense qu'il y a une espèce d'amalgame entre, c'est ça, garder l'histoire puis la modifier pour qu'on puisse continuer à la raconter, tu sais. Ouais. Puis, fait que ça, c'est Le Petit Peuple caché en Islande. Puis là, ce petit livre-là a une vingtaine d'histoires avec des commentaires aussi de la personne qui les raconte, parce qu'elle elle les raconte, mais ça, tu sais, elle ne change pas l'essence de l'histoire, elle la raconte telle que ça lui est raconté, puis après ça, elle rajoute des notes. Notamment, il y a des passages où est-ce qu'on entend des grands festins. Puis à un moment donné, elle était sur le bord d'une plage un soir, puis elle a eu l'impression d'entendre un festin qui est allé, il y avait comme une butte, puis elle est montée, puis il n'y avait rien. Mais le son des vagues qui fracassent la roche, puis l'espèce de répercussion des échos et tout ça, peut donner une impression qu'il y a du monde qui mange, tu sais, des gens qui mangent, puis que c'est une grande fête et tout ça. Puis elle a fait des liens comme ça qui lui sont venus au courant de sa recherche, puis j'ai trouvé ça intéressant, tu sais. Et quand on visite l'Islande, c'est un endroit qui est magnifique et vraiment qu'on a eu l'impression en tant qu'humain, quand on est arrivé là, d'avoir eu l'impression que c'était la terre des dieux. Je les comprends parce que j'ai été époustouflée personnellement quand je suis arrivée en Islande. On dirait que tu arrives sur une autre planète complètement. Puis les paysages changent de manière drastique aussi. Donc, oui, il y a quelque chose de divin là, quand tu arrives là pour la première fois. Donc, c'est ça. On parle des élémentaux. Donc, c'est ça. Les petits peuples cachés. Hein? Il n'y en a pas juste en Islande, il y en a dans d'autres endroits. On a aussi les élémentaux. J'aimais beaucoup, c'est ça, pour en revenir un petit peu au livre que je vous parlais. Il y a les élémentaux, c'est comme des protecteurs, des gardiens de l'esprit, des arbres, des plantes, de certains espaces. Et donc, sont comme en interreliance, sont comme interconnectés. Et il parlait, comme par exemple, d'un arbre qui était voué à être coupé parce qu'il était malade. Et ce monsieur-là a été... Il passait dans ce parc-là qui n'était pas très loin de chez lui. Par savoir que justement cet arbre-là en particulier était condamné. Souvent, les instances des villes et tout ça vont mettre une marque. Et il est allé voir l'élémental qui était là. Puis il est allé le déplacer, qui disait.
lui trouver un autre espace pour vivre, parce que s'il serait resté là, l'élémental serait mort avec l'arbre, vu qu'ils sont comme, c'est un peu, ça me fait penser un peu comme les champignons, c'est qui sont en symbiose, on pourrait dire, avec un autre être vivant. C'était un peu, la manière qu'il expliquait ça, c'était un peu dans ce sens-là. Puis je trouvais ça, c'est ça, c'est un peu, il y a comme matière à réflexion autour des élémentaux. Puis le côté très primitif de la force de la nature aussi qui habiterait ces petits êtres qui sont plus d'ordre d'énergie, je pense, que vraiment visibles. Mais ouais, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'il y avait plus de croyances peut-être plus en Europe. Ici, je pourrais pas dire si au niveau des Autochtones, je sais qu'il y a des créatures fantastiques qui existent. Il y en a un qui est comme dans le même genre que le Bigfoot, mais comment il s'appelle déjà? Est-ce que ça dit quelque chose, Kat? Non, non, vraiment pas. Je sais qu'en Amérique du Sud, tu as le Chupacabra, mais je sais qu'il y en a un ici, plus dans nos contrées québécoises, qu'il y aurait un genre de créature comme ça qui se promène. J'ai notamment déjà entendu des histoires pour aller un peu vers le côté un peu fantastique de la chose. J'ai déjà, ça m'est arrivé 2 fois d'entendre, moi j'ai jamais vu, mais deux connaissances à moi qui n'ont pas de croyances particulières, qui m'ont parlé d'arbres qui marchent. Ouais, ça a l'air fou, hein? Mais c'est ça, c'était des gens, des amis qui se retrouvaient à passer une nuit dans un endroit plus forestier, puis qui se sont sentis tout d'un coup épiés et qui ont vraiment vu comme un arbre, un jeune arbre, là, pas très large. Tu sais, c'est pas quelqu'un on pourrait pas se cacher derrière cet arbre-là, entre guillemets, mais donc, ça pouvait pas être une personne, à moins qu'elle soit vraiment sur le côté, parce que c'était très mince, mais qui se déplaçait. Puis les personnes ont vraiment eu peur. Puis, tu sais, c'était des confessions que je me disais, waouh, la personne, elle peut pas m'avoir raconté ça pour rire de moi, là, tu sais. Notamment, une des 2 personnes qui m'avait raconté ça, je me disais, tu sais, que si c'était pas vrai, elle va me dire que c'est pas vrai parce qu'elle va être vraiment contente que je la croie, tu sais, elle va me trouver drôle et un peu innocente de croire son histoire, mais non, la personne était vraiment très sérieuse. Fait que je sais pas si c'est des gens qui ont entendu ce genre d'histoire-là, mais j'ai tendance à le croire, surtout quand ça vient de quelqu'un qui n'a pas cru, qui croit pas à la base à ce genre de choses-là, puis qui a un peu honte de le raconter. Fait que c'est ça. J'ai les vitrioles des alchimistes. Oui, parce que là, je vois que Robert nous écrit quelque chose de très grand sur le chat. Je vais le lire, je vais prendre le temps de le lire. L'élémentaire m'évoque automatiquement le fameux vitriol des alchimistes. Très intéressant, Robert, que tu parles de ça parce que je connais une personne qui a travaillé le vitriol dans la dernière année. Ils avaient une maxime qui résumait leur idéal: visite l'intérieur de la terre en rectifiant, comprendre, rendre droit, tu trouveras la pierre cachée. Bien sûr, à l'époque, cela était exprimé en latin. Visita interiorem terrae rectificando, invenies incultum lapidem. Exactement. Et si l'on prend la première lettre de chacun des mots, ça donne vitriol. Absolument, Robert. C'est pour ça que je voulais te lire, parce que c'est vraiment, ça, c'est la voie de l'alchimie, véritablement. Et vitriol qui a voyons, je cherche mes mots, qui a cette signification, en fait. Et oui, j'ai une personne proche de moi qui a travaillé véritablement le vitriol, mais dans ce sens-là aussi, qui donne notamment aussi un très beau bleu assez impressionnant.
Donc, merci, Robert, pour ce partage. J'apprécie vraiment beaucoup. Alors, c'est ça. Les élémentaux, j'avais envie d'en parler un petit peu comme ça, de survoler, parce que ça fait partie de l'élémentaire. Est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences, Kat, d'élémentaux qui se sont manifestés? D'élémentaux, de créatures, je sais pas. Moi, personnellement, pas vraiment, à part sentir une profonde connexion avec la nature. Moi, j'ai pas vu ce genre de manifestation-là. J'ai plus été la personne qui écoute les autres avoir des expériences. Moi, j'en ai pas vécu. Mais non, sauf que je pourrais dire que bien assise, tranquille dans le silence, en forêt, surtout près des sous-bois, il y a des drôles de sons des fois que tu peux pas dire, ben ça, c'est sûrement pas une petite écureuil qui vient de passer en courant, ou c'est sûrement pas un oiseau qui est venu juste voir au-dessus de mon épaule qu'est-ce que je suis en train de faire, tu sais, parce qu'on connaît certains sons, on reconnaît certains sons. Mais des fois, il y a des sons vraiment étranges. Donc, des fois, je m'amuse moi-même à m'imaginer qu'il y aurait peut-être un petit peuple pas loin qui vient voir qui est cette grande intrus qui vient bousculer notre calme dans les sous-bois. Fait que, c'est un petit peu mon côté féerique. D'ailleurs, j'ai plein de fées, moi, dans mon sanctuaire ici. J'adore les fées, mais c'est vraiment une énergie, hein? C'est une énergie qui est vraiment particulière. Puis, quand il y a des lucioles, je m'amuse encore avec mon cœur d'enfant à m'imaginer que c'est des petites fées. Oui, ben ça, je pense que c'est important. Quand j'étais enfant, puis des fois, quand je me retrouve devant une grande forêt, j'essaie de retrouver cette espèce d'impression-là. Quand j'étais petite, même l'âge de mes enfants présentement, là, Lou a 6 ans et Marius 10, donc dans ces âges-là, je m'imaginais des fois, on passait en voiture, puis des moments sur l'autoroute où c'est qu'on a l'impression qu'il y a des grandes forêts infinies, là. Puis je m'imaginais l'infini de la forêt. Tu sais, que si j'allais marcher dedans, là, j'allais marcher des jours et des jours et des jours, puis peut-être arriver à quelque chose de magique, tu sais, en quelque part. Cette espèce de sentiment de liberté, là, aussi. Je m'imaginais souvent ça quand j'étais enfant. Puis ça me fait la même chose quand je regarde le ciel aussi. Des fois, on dirait qu'on se laisse emporter par le infiniment grand. Puis ça nous amène une espèce d'extase, je pourrais dire, comme ça. On sent le cœur, au niveau du chakra du cœur, je sens que ça ouvre vraiment très grand et je suis émue et je reste dans cet état-là. J'essaie d'y rester. C'est ça parce que ça fait du bien. Je pense que c'est une manière de se connecter aussi à la nature, de faire ça. Tu sais, pour me connecter, moi, ce que je faisais aussi des fois, justement, c'est de se coucher au sol à des nuits étoilées, que le ciel est dégagé puis qu'il y a beaucoup d'étoiles. Puis de rester couché au sol, puis de fixer vraiment l'infini et le ciel étoilé, assez qu'à un moment donné, j'ai comme le vertige, on dirait que je suis dans le vide. Oui. Puis cet effet-là me reconnecte directement au sol, dans mon dos, là, à la terre, en arrière de moi, là. Puis là, je me sens vraiment groundée. Puis là, j'ai comme mon vertige vient il se stabilise, puis c'est un petit peu moins pire, là, tu sais, mais je voyage entre les deux, là. Je voyage entre la connexion de la terre, puis avoir aussi à la tête dans les nuages, on peut dire ça, là. Oui. Mais ça permet de se connecter vraiment au sol, puis à la terre, de fixer l'infini du ciel sans arrêt, à en perdre un petit peu la notion d'équilibre, là. Oui, exactement. Puis s'il fait assez sombre, on peut être chanceux puis voir un des bras de la Voie lactée aussi. Oui. Ça, c'est vraiment chouette à regarder. Je l'ai vu, je l'ai regardé une fois avec mon garçon. On dormait justement à la Belle Étoile, puis on s'est réveillés.
puis elle était là, juste au-dessus de nous, puis on était waouh, tu sais, puis on s'est endormis ensemble en continuant à regarder ça, là. C'est un des moments forts de moments de connexion avec mon enfant en étant en connexion avec la nature puis le plus grand que nous. Ouais. Là, on parle des étoiles, mais revenons Oui. à quelque chose de plus terreux, hein? Des espaces sacrés, les grottes. Les grottes ou espaces sacrés qu'on a créés, les humains. Toi, tu m'avais parlé hier, justement, il y en avait un que tu voulais partager avec nous. Oui. Ah, ces grottes-là, hein, il y en a plusieurs, mais plusieurs sur la planète, mais il y en a une qui est vraiment très, très, très ancienne, puis c'est la mieux gardée je crois, c'est-tu l'UNESCO? Ouais, je pense que c'est l'UNESCO, bref. C'est l'hypogée de Al-Saflieni. C'est à Malte. Vous savez où est-ce que la botte de l'Italie, la pointe de la botte, il y a un morceau de terre devant, mais il y a, devant ce morceau de terre-là, qui est plutôt triangulaire, il y a une petite île toute petite qui est complètement dans les mers intérieures. Puis, c'est une grotte qui a été faite il y a à peu près, je pense que c'est entre 4000 ans, à peu près à partir de 4000 ans ou 3000 ans, en tout cas, avant Jésus-Christ. Puis, c'est une structure qui est souterraine, dans le néolithique, bien sûr. Puis, ça se trouve être un sanctuaire et une nécropole. Parce qu'on trouvait à peu près 7000 personnes, je crois, qui ont été documentées, qui ont été retrouvées, des ossements humains et tout ça. Oh, wow. Mais ça fait partie des temples préhistoriques mégalithiques. Ceux qui ne savent pas ce que c'est mégalithique, c'est qu'il est construit à partir d'une structure de pierre. C'est un peu la transition là, entre le Nouveau Monde puis les structures qui étaient faites encore avec la pierre. Donc, elle a été découverte en 1902. Puis, mon Dieu, excusez. La fenêtre est ouverte. Oui, la fenêtre est ouverte, puis il y a un gros camion qui est passé. Ah oui, j'ai fermé la mienne tantôt, juste avant l'émission, pour les mêmes raisons. Pas de problème. Okay. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a des fouilles qui ont été faites. Ils ont trouvé des objets funéraires, des restes humains. Puis, elle a été quand même fermée plusieurs années, puis réouverte en 2017, je crois, pour être exposée aux touristes. Mais autrefois, OK, c'était un sanctuaire qui en avait un de surface, puis ce sanctuaire de surface-là, qui donnait à l'entrée de la grotte, il a été détruit. Sauf que plusieurs années après, on a découvert l'entrée de cette grotte-là. Puis pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est une grotte qui est naturelle, puis qui a été agrandie avec des outils qui sont bruts, qui ont été faits avec soit des serres, des bois de serre, de l'obsidienne ou du silex. Tu sais. On utilisait des outils avec ce qu'on trouvait On utilisait ce qu'on trouvait comme outil, excusez. Puis, ben, c'est ça, ils ont gravé à l'intérieur, puis ils ont aussi mis de la roche à l'intérieur et tout ça. Puis, ils ont peint à l'intérieur avec de l'ocre rouge. Et puis, ouais, vraiment, là, c'est de toute beauté. Vous irez voir, c'est l'hypogée. Ça, c'est l'hypogée de Malte. J'en parle parce que les plafonds ils ont été peints avec des spirales, puis des nids d'abeilles, avec des motifs de nids d'abeilles et de spirales. C'est vraiment très beau. Puis l'ocre rouge, bien sûr, comme tu parlais tantôt, un petit peu plus dans la première heure. L'ocre fait vraiment partie du décor pour l'ambiance. Tu sais, l'ocre, c'est fait avec de la terre, c'est de la terre argileuse avec de l'oxyde de fer qui est broyé, pétrifié et du sable. Donc, c'est ce qui faisait la couleur. Puis, ce qui est intéressant
dans cette grotte-là, c'est qu'il y a il y a comme 3 étages. Puis dans celle du milieu, il y a une chambre qui s'appelle la chambre de résonance. Ça se trouve être une salle oracle. Dans la terre, il faisait des chants, puis avec une fréquence de 111 Hertz, je crois, pour les sons vibratoires, pour qu'ils soient transférés partout dans la terre et la pierre pour les aspects de guérison et aussi de spiritualité. Fait qu'il utilisait cette pièce-là, oracle, pour transformer un petit peu la magie de la mère terre comme une espèce de sanctuaire. Là, c'était vraiment intéressant. Un instant, je vais fermer ma fenêtre. Oui, mais ça me rappelle quand on a parlé de l'élément air, justement, et du pouvoir de guérison et de création de la voix, hein, de la manifestation du verbe. Et ça vient rejoindre un peu ça, puis de faire ça, justement, dans la terre. Hein, je vais parler des huttes islandaises après, qui vient rejoindre ça. Hein, on creuse des espaces sacrés dans la terre, qui sont en partie dans la terre, puis c'est un peu comme une manifestation ou pour symboliser qu'on est dans le ventre de notre mère terre et en étant dans le ventre comme ça, on se retrouve entre 2 mondes. Puis c'est dans ces endroits-là qu'on peut faire des actions magiques qu'on ne peut pas juste faire dans le monde matériel parce qu'on ne sera pas entendu. Donc, en étant entre les deux, comme dans la porte d'entrée un peu, bien, on peut à la fois être dans les 2 mondes et être compris, puis donc être des transmetteurs aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, toutes ces personnes-là qui ont passé dans les grottes puis qui ont manifesté des choses, qui ont je veux dire ça, qui ont chanté, qui ont fait des demandes aussi, puis c'était beaucoup avec la nécrologie aussi pour la mort. Ils devaient célébrer tout ça, là, ces sons-là, là, ils sont comme dans la pierre, hein, c'est comme la terre, la pierre peut très bien faire comme une éponge, et puis, je trouve pas le mot, Maggie, pour prendre les sons et toutes les fréquences et les vibrations et les garder à l'intérieur d'elle. Je vois ça comme si ce serait des vibrations qui vont toujours rester là. C'est ça. C'est en plein ce que je veux dire. Une réverbération infinie, on pourrait dire, à travers ces murs-là. Oui. Exactement. Dans le niveau énergétique, bien sûr, parce que quand on rentre, j'imagine qu'on n'entend rien, mais je pense que c'est dans ce genre de pratique-là, tu ne devais pas rentrer en papotant de ce que tu allais manger après. Tu arrivais là dans le silence et tout ce qui était dit était important. Ouais. Autant le silence que tu devais avoir. Fait que la jasette sur le coin de la table, de la recette du dernier truc ou ce que tu allais faire après, il n'y avait même pas de ça. Fait que c'est une belle découverte. Puis pourquoi j'en parle? Ben, c'est parce que justement, il y a une artiste qui avait été avec deux autres femmes. Ils étaient 3 femmes et ils chantaient dans la caverne. Et puis c'était de toute beauté, là. C'était vraiment le fun de pouvoir sentir comment est-ce que ça vibrait, même si on entend ça sur un appareil électronique, mais être sur place, ça devait être vraiment fantastique, là. Ah oui. Donc, ouais. Puis, tu sais, c'est dans du calcaire aussi, donc c'est quand même pas si dur que ça, tu sais, comme pierre. Puis c'est encore là, c'est encore sous la terre, c'est encore vivant et ça vibre encore, là. C'est vraiment étonnant. Moi, ça m'émeut beaucoup, là. Tout ce qui est rapport aux grottes, là, j'adore ça. Ça doit être mon petit côté scorpion, je pense. J'aime les grottes. Ben oui. Ouais. Là, j'en ai 2 à te parler. J'ai un ami qui est allé en Irlande l'année passée et ils sont allés visiter un site justement qui fait qu'au solstice d'été, en fait, ça a tout été construit avec des pierres. Puis oui, ça rentre un peu dans la terre, donc dans le même esprit un peu,
pas aussi grand que ce que tu as dit, par exemple, mais avec l'ouverture qui est très étroite. Tu ne peux pas rentrer juste en rentrant comme normalement, là, comme on fait. Il faut vraiment que ton corps, que tu rentres de côté pour entrer dans cet espace-là. Et donc, c'est une personne par une personne. Hein? Encore là, tu piques pas une jasette quand tu rentres. Là, Puis, mais c'est ça, mais l'ouverture, elle est faite telle qu'au solstice d'été, le rayon du soleil entre par cette entrée-là pour, c'est ça, pour des rites entourant le solstice, probablement. Et c'est ça, là, je parle d'un site en Irlande, mais les Celtes aussi ont des sites dans le même ordre que ça, qu'on peut aller visiter. Et il y a aussi d'autres sites que là, on entend rarement parler. J'en ai entendu. En fait, je suis en train de lire là-dessus. C'est la première fois que j'en entendais parler. Et pourtant, je fais des études perpétuelles comme quoi que même après 10 ans, 20 ans de lecture, tu peux te retrouver sur des chemins peu fréquentés et voir des choses extraordinaires encore. Ça, c'est en Islande. OK? Bon, avant que le christianisme prenne d'assaut les contrées scandinaves, les femmes tissaient et filaient non pas chez elles, comme qu'elles le font maintenant, mais faisaient ça dans une hutte. Dans la langue islandaise, ils vont écrire ça H-U accent T, hut. Donc, il y avait une hutte. Ces huttes-là, c'est un espace rond qui est à moitié enseveli sous la terre et la seule entrée pour y accéder est sur le dessus. Donc, ça fait comme un monticule, on pourrait dire, avec un trou au milieu dans lequel tu descends par une échelle. Donc, c'est la seule manière. Puis, en même temps, c'est une source de lumière pour voir qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Et donc, ça revient aussi un peu par rapport à mes recherches, qui étaient comme pour moi une preuve de plus, parce qu'il y a plusieurs manifestations de ce genre-là au niveau du tissage et du filage, parce que c'est des actes qui sont faits par les déesses dans différentes mythologies, hein, le filage et le tissage des destins. Donc, c'était comme, il fallait faire ça dans un espace sacré entre deux mondes. Donc, tu ne faisais pas ça chez toi en papotant, c'était un acte sacré. Donc, tu allais faire ça dans ces espaces-là. Donc, tu faisais le tissage et le filage, mais il y avait aussi des actes, ils ont trouvé assez d'éléments pour pouvoir avancer, qu'il y avait des actes divinatoires qui étaient faits dans ces espaces-là. Ce qui fait que maintenant, ça a été oublié. C'est la marchandisation des étoffes tissées. Parce qu'en Islande et probablement ailleurs en Scandinavie, mais c'est juste parce que là, le livre est un peu plus axé sur le peuple islandais et son histoire textile. À un moment donné, c'est ça, on faisait des tissages, on faisait des beaux tissages. C'était une action divine qu'on faisait. Mais avec la christianisation, ça coïncidait. Tu avais la christianisation, mais tu as aussi le côté marchand, hein, parce que les Vikings sont très marchands, puis tu n'as pas le choix en tant que peuple insulaire, hein, parce que l'Islande, c'est une île, tu n'as pas le choix de marchander. Hein? Et donc, le tissu est devenu une monnaie d'échange, avait une valeur fixe. Et pour ça, tu devais tisser une certaine longueur, une certaine largeur, avec tant de fils par centimètre ou par pouce, la mesure de ce temps-là. Et donc, ça l'a arrêté de devenir une action divine. Avec ça, et parce que c'est devenu une monnaie d'échange. Donc, quand c'est rendu comme une monnaie d'échange, tu y trouves plus le côté spirituel. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on fait ça chez soi. On arrête d'aller dans un espace
rituel, spirituel, quand on vient à mettre de côté ce côté-là du travail, du tissage. Mais c'était super intéressant à apprendre ça et de voir encore, tu sais, on en revient un peu au début de l'émission où est-ce qu'on parlait des artisans et du côté magique de l'artisanerie. Comment qu'on peut être, c'est ça, faire des actions divines. Hein? Au travers de ça, on fait les déesses, les dieux font les mêmes travaux que nous dans leur monde parallèle, on pourrait dire. Oui. Donc, c'est ça. Des espaces sacrés entre deux mondes qui nous font penser, c'est ça, au côté très mère, maternel, hein, avec le côté, c'est ça, d'être enceinte, d'avoir un ventre, le cordon ombilical aussi. Tout ça, c'est souvent, ça nous ramène souvent à ce côté-là maternel de la nature. Puis au travers de ça, ces espaces sacrés-là, on en parle de quelques-uns, mais on pourrait en parler de plein d'autres. Hein. Il y en a plein. Tu sais, tu parlais de celui de Malte, mais je me rappelle, j'ai regardé une série qui parlait, attends, je l'avais presque. Ça commence par G. C'est comment ça s'appelle? Jézoua, KTP, en tout cas, il y a eu une série de ces dernières années par rapport à un site, un très beau site qui existe vraiment, que je connaissais pas avant, qui est dans les endroits plus chauds, plus au sud que l'Europe. Jiguatepe, en tout cas. Peut-être quelqu'un va reconnaître le jargon que j'essaye de dire, mais puis c'était un site aussi très important, un peu dans le même ordre que qu'est-ce que tu parlais un peu avant, Kat. Puis donc, on pourrait en parler tout plein, mais l'essence de tout ça, c'est aussi que souvent, ces espaces sacrés-là, le choix de l'espace n'est pas anodin. Puis ça, je me réfère un petit peu aussi à ce que M. Marco Pogacnik parlait aussi. Autant nous, notre corps, en tant qu'humain, puis même on pourrait parler des animaux, on a des pôles d'énergie en nous hein, qu'on a reconnus. Parlons de chakras. Je sais qu'il y a d'autres termes aussi pour parler de ce genre, de ces pôles d'énergie-là qui habitent nos corps. Mais la Terre aussi porte des points d'énergie et les espaces sacrés, souvent, le choix des emplacements ne sont pas anodins, sont en reconnaissance de certains points énergétiques qui sont reconnus par les sages de nos communautés et ensuite on va bâtir sur ces points d'énergie-là, ces espaces sacrés-là. Donc, au travers de ça, c'est ça, tu as des espaces sacrés ou encore tu as des espaces qui ne sont pas nécessairement sacrés dans le sens, ils n'ont pas nécessairement un temple, mais sont reconnus pour avoir une matière sacrée. Quand que je parlais tantôt, tu sais, de la rivière Rouge, que son ocre rouge, qu'on allait sur les berges pour aller en chercher, le voyage était un rite en soi, hein, et ramener cette matière-là à la communauté. Puis, tu as plusieurs endroits comme ça. J'apprenais cette semaine parce que on parlait un peu de pigment, mais dans le pigment, il y a aussi il y a la teinture hein, des étoffes. Oui. Et il y a cette semaine, dans un groupe de passionnés, parce que je m'intéresse beaucoup à la teinture, on parlait justement de l'eau, dans le sens que l'eau, elle peut être porteuse de tanins, puis quelle matière qu'on a besoin pour mettre dans l'eau pour bonifier le tanin, puis qu'on puisse appliquer ça au tissu. Et il y a une personne qui parlait justement qu'il y a des endroits
que naturellement, l'eau elle avait plus de tanins, que même il y avait... elle parlait, exemple, tu sais, quand tu as un coin de rivière qui s'appelle de Tannery Bay ou ce genre de nom-là, qui a le mot tannerie dedans, c'est souvent des endroits qui ont été trouvés par nous, les humains, où est-ce qu'on on a remarqué qu'une eau dans un endroit spécifique avait plus de tanins. Ça, c'est juste pour donner un exemple comme de quoi qu'on reconnaît que la nature, des fois, elle a comme des sweet spots, dans le sens qu'elle a une abondance de matière dans certains endroits et qu'on vient à la reconnaître et à en faire un espace sacré, pas nécessairement à bâtir quelque chose, mais parce qu'il y a une matière ou il y a quelque chose à aller y chercher, où il y a certaines actions qu'on peut faire que à cet endroit pour des raisons, justement, comme je parle du tanin qui peut être dans l'eau, à cause que il y a certaines sortes d'arbres qui sont proches ou encore, on pourrait même parler, mettons, des espaces d'eau géothermiques, hein, où est-ce que l'eau est naturellement plus chaude. Ça, c'est un autre exemple aussi. C'est ça, pour donner quelques exemples à ces exemples-là d'endroits où est-ce que la nature, elle nous offre vraiment un cadeau spécifique. Puis pour terminer, hein, les grottes, je ne sais pas si vous êtes aussi fan que moi, Kat, je ne sais pas si tu es très fan de films, mais il y a la symbolique de la grotte est souvent explorée. Elle a été explorée en philosophie. Hein, on fait juste penser à Aristote, hein, et son allégorie de la caverne, mais c'est aussi utilisé dans les films. J'aimerais parler d'un film en particulier, mais en même temps, je vais juste le nommer, mais on ne dit rien, parce que je l'ai regardé dernièrement. Tu me diras si tu l'as vu, Kat. Ça s'appelle Annihilation. Non. Comment qu'elle s'appelle? En tout cas, il y a une symbolique à ce niveau-là, dans ce film-là. J'en dis pas plus, mais c'est complètement magnifique comme film à regarder et très spirituel dans ce sens-là. Puis, c'est ça. Pour en finir avec le côté grotte, c'était Platon, excuse-moi, oui, allégorie de la caverne de Platon. Merci, Robert, de me reprendre. Alors, à travers tout ça, on a parlé, oui, c'est ça, l'allégorie de la caverne. Mon cégep est très loin. À travers de ça, on n'a pas, parce qu'il nous reste un gros 2 minutes, on n'a pas parlé des animaux, hein, qui ont une belle sagesse au travers de leur observation. On n'a pas parlé vraiment de pierre, il y a plein de choses, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Oui, vraiment. J'essaie de parler vite, tellement qu'il y a de choses, puis je me dis, mon Dieu, c'est fou. Puis je voulais vous parler de l'île de la Tortue. J'en ai déjà parlé, mais cette semaine, avec le livre que je parlais tantôt, au niveau de la naissance du monde en 100 épisodes, je me suis rendu compte comment que les mythes peuvent être tellement proches de ce que la science nous dit. Puis j'ai eu comme une autre preuve cette semaine. Si je parle de l'histoire de l'île de la Tortue, hein, sur la création du monde au niveau autochtone, et que vous allez lire sur la Pangée, vous allez peut-être faire le lien de quel que je parle. Donc, c'est ça. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Kat? Que c'est la fin. Non, j'avais rien à rajouter. C'est sûr qu'on a manqué beaucoup pas manqué, mais on a moins de temps, pour parler de vraiment tout ce qu'on voulait parler. J'ai des expériences aussi que j'aurais bien aimé partager, mais c'est correct. C'est vrai, ben oui. Ouais. Le Témascal, mais c'est correct parce que c'est tellement vaste, hein, la Terre, on peut en dire tellement, on peut se rapprocher d'elle de toutes sortes de manières et de façons. Donc, non, je trouve que c'est bien complet, puis ça pourrait peut-être en refaire une prochaine.
Oui, ben écoute, avec qu'est-ce que tu as vécu, parce que tu m'en as parlé un peu, je pense que ça peut très bien aussi s'insérer dans l'élément feu. Avec qu'est-ce qui se passait au milieu de l'espace, je pense que on peut garder ça dans notre manche comme des magiciennes. C'est bien ça, c'est bien passé. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est tout. C'est tout. Il est déjà 23 heures pour vous en France, en Europe, et 5 heures, 17 heures pour nous ici au Québec. Je vous remercie d'avoir été là. On finit de vous lire sur le chat. Merci d'avoir participé. C'était très agréable. Merci, Kat, d'avoir été là. Toujours agréable de t'avoir auprès de moi. Et un grand merci à Alina, qui est la chef d'orchestre derrière tout ça. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À bientôt. À bientôt. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.